Bonsoir à tous. D'abord, je remercie Sken de m'avoir invité dans ce cycle Il était une fois Internet. Et je suis très honoré aussi d'intervenir après Philippe Aigrin, pour les idées de qui j'ai beaucoup d'admiration. Je vais essayer de vous présenter les choses d'une autre façon. Donc aujourd'hui, on est sur un thème qui parle du partage, de la création et du droit d'auteur à l'heure d'Internet. Philippe Aigrin vous a montré des propositions positives pour légaliser le partage, pour dégager de nouveaux financements pour la création. Moi, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on continue à mener la guerre au partage et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence à terme sur l'architecture globale d'Internet. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Et pour vous montrer ça, je suis parti d'une phrase que un juriste qui s'appelle Lawrence Lessig, que je pense que vous devez être beaucoup à connaître. Lawrence Lessig, c'est le juriste américain qui a été à l'origine des Creative Commons. C'est un grand spécialiste du droit dans l'environnement numérique. Et il avait eu cette phrase « Law is code », qui voulait dire le code fait loi. Et alors j'ai fait quelque chose d'un peu effronté, si vous voulez, c'est-à-dire que je l'ai renversé. Et je vais essayer de vous montrer que ce qu'il est en train de se passer, c'est que c'est l'inverse qui est en train de se mettre en place, c'est que law is code, la loi est en train de rentrer dans le code, et de rentrer dans le code d'Internet, et elle change complètement l'architecture ouverte qui était celle d'Internet. Donc, j'ai voulu faire cette conférence aujourd'hui, parce qu'on est dans une année importante, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu parler qu'il y a une loi qui va remplacer la loi Hadopi en France, qu'on appelle déjà la loi CSA-Hadopi, parce qu'il semblerait que le cœur de cette loi sera de transférer les compétences de la Hadopi au CSA. Et je voudrais vous montrer pourquoi ce qui se profile dans cette loi, à mon sens, est quelque chose d'assez grave, qui va nécessiter de se mobiliser, et certainement d'une manière aussi active que ce qui avait été nécessaire pour au moment de la loi Hadopi ou pour arrêter l'accord ACTA, par exemple. Alors donc je vais vous parler des conséquences de la guerre au partage sur l'architecture d'Internet. Donc Philippe en a déjà dit un mot, de la guerre au partage, c'est ces efforts qui ont été déployés depuis maintenant plusieurs décennies pour faire en sorte que les échanges de copies sur Internet soient déjà qualifiés comme illégaux, et ensuite que les comportements des individus cessent et se modifient pour éviter ces circulations d'œuvres en ligne. Alors ça a pris plusieurs formes, ça s'est beaucoup transformé au fil du temps, depuis l'époque de Napster jusqu'à Mega Upload et maintenant d'autres formes d'accès ou de circulation des œuvres. La réponse qui a été faite en face au niveau de ceux qui mènent la guerre au partage, c'est beaucoup modifié. Et elle prend aujourd'hui des formes assez nouvelles. Alors d'abord, je vais parler de cette phrase de Lawrence Lessig, code is law, quand le code fait loi. Donc c'est une phrase qui est issue d'un livre qu'il a écrit en 1999, donc ça nous ramène assez loin. Il était une fois Internet ce soir, donc on va prendre un peu de recul. Alors, dans un livre qui s'appelait Code and Other Laws of Cyberspace, et qu'il a synthétisé aussi dans un article qui s'appelle Code is law. Alors son idée en fait, et c'est assez surprenant que ce soit un juriste qui l'ait écrit, parce que ça prouve que c'était un juriste qui comprenait vraiment ce qu'était l'informatique et le numérique, ce qui est assez rare, c'est assez antagoniste d'habitude. Lawrence Lessig est quelqu'un qui comprend très bien le numérique. Ce qu'il a voulu dire en fait, c'est que dans l'environnement numérique, ce n'est plus la loi qui détermine les comportements des individus, ou ce n'est plus elle qui a le premier rôle dans la détermination des comportements des individus. Ce qui a le premier rôle, c'est le code informatique lui-même. C'est-à-dire que l'architecture des plateformes sur lesquelles nous avons des activités nous surdétermine beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus efficace que tout ce que la loi pourrait mettre en place. Et c'est ce qui fait qu'on a cette dimension de décalage énorme, parfois, entre les lois qui s'appliquent à Internet et les pratiques qu'on y constate. Et alors lui, il part d'un Internet des années 2000, on va dire, et il commence par dire que
L'élément fondamental du code à ce moment-là, c'est, vous savez, le protocole TCP/IP qui permettent l'échange de données entre réseaux connectés, et c'est le fait que ces échanges se fassent sans que le réseau n'ait normalement d'action entre les individus qui échangent des informations. Le code, il dit, est neutre à l'égard des données et ignore tout de l'utilisateur. On nous ramène à des choses comme sur la neutralité du net, par exemple. Et il continue en disant ces caractéristiques du code ont des conséquences sur la régulabilité des activités sur Internet. Là, ce qu'il dit, en fait, c'est que la manière dont le protocole TCP/IP s'est construit, cette manière distribuée d'organiser la circulation de l'information, fait qu'en fait, il est extrêmement difficile de contrôler ce que les individus font en ligne. Et notamment du point de vue des gouvernements, il dit ces spécificités de l'architecture d'Internet signifient que les gouvernements sont relativement restreints dans leur capacité à réguler les activités sur le net. Alors, il est évident que depuis la NSA, Prism et les révélations de Snowden, cet article a pris un sacré coup de vieux, si vous voulez, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de fondamental qui a changé dans l'architecture, justement, d'Internet aujourd'hui. Et après, il se demande si cette irrégulabilité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse pas réguler le comportement des individus sur Internet, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Et il dit qu'en fait, il y a deux façons de le voir. On peut le voir comme un bienfait, parce que c'est une chose qui, fondamentalement, protège la liberté d'expression et l'innovation. Le fait qu'on puisse pas contrôler ce qui émerge sur Internet, ça permet à beaucoup plus de personnes d'avoir une liberté d'expression concrète et d'innover en ligne. Et il dit, ça code l'équivalent d'un premier amendement dans l'architecture même du cyberspace. Le premier amendement, c'est l'amendement de la Constitution américaine qui pose le principe de la liberté d'expression. Et là, il dit qu'en fait, l'architecture d'Internet garantit mieux la liberté de l'expression que sa consécration dans la Constitution. Et il continue en disant, par exemple, ça permet de limiter la censure, etc. Et il dit, mais il y a un autre point de vue, c'est que le caractère incontrôlable de l'expression sur Internet n'est pas forcément vu comme une qualité. Il dit, prenez par exemple le gouvernement allemand confronté au discours nazi, ou le gouvernement américain face à la pédopornographie. Dans ces situations, l'architecture empêche également tout contrôle, mais cette irrégulabilité est considérée comme une tare. Voilà en gros sa façon de voir les choses. Et donc il finit par dire, code is law, dans l'environnement numérique, c'est le code qui fait la loi, c'est le code qui fait loi, et c'est le code qui a la prééminence. Et sa conclusion, c'est de dire que il faut beaucoup plus nous occuper du code que de la loi. Et lui, il le voyait en termes de défense des valeurs, c'est-à-dire que Laurence Lessig, c'est quelqu'un qui est un libéral, on va dire, au sens américain du terme, et il dit que si nous voulons défendre les valeurs auxquelles nous croyons comme la liberté d'expression, l'enjeu fondamental, il est plus dans la loi, il est dans le code. Et notamment dans le fait de préserver les protocoles ouverts qui permettent à ces valeurs d'être garanties effectivement. Voilà un peu, je dirais, le point de départ, quoi. Plus tard, dans un autre livre, Laurence Lessig, qui s'appelle L'avenir des idées, il poursuit cette idée en expliquant qu'en fait, Internet est organisé en couches, et il y a 3 couches dans Internet, une couche physique, les câbles, les réseaux, les terminaux, une couche logique, c'est-à-dire tous les logiciels, les protocoles, les formats, les standards qui servent à faire tourner Internet, et une couche de contenu, les œuvres, les vidéos, les textes, les images qui circulent. Et il se pose la question de savoir si Internet peut être considéré comme un bien commun, c'est-à-dire une chose qui ne serait appropriée par personne, mais dont tout le monde pourrait bénéficier. Et il fait une analyse, si vous voulez, du régime de propriété de ces couches, et il commence par dire, la couche physique, elle est toujours appropriée par quelqu'un. Les câbles, ils appartiennent à quelqu'un, à des opérateurs, nos terminaux, nos ordinateurs, ils appartiennent toujours à quelqu'un. Elle est propriétaire, si vous voulez. La couche logique, au contraire, elle est ouverte. C'est ça, en fait, qui fait la caractéristique ouverte d'Internet et sa nature de bien commun. Les protocoles de base d'Internet ont toujours été ouverts, ils sont dans le domaine public. Les logiciels les plus importants d'Internet sont des logiciels libres, les formats sont ouverts, on parle, par exemple les formats du web, et c'est ça qui fait vraiment la garantie de l'ouverture d'Internet.
Et il parle de la couche des contenus, et il dit que là, il y a eu une bascule, c'est-à-dire dans les premiers temps de l'Internet, l'Internet construit par des universitaires pour s'échanger de l'information et des articles, elle était fondamentalement conçue comme ouverte. Mais avec le temps, et notamment l'arrivée des marchands sur Internet, elle s'est fermée, elle a été appropriée par le droit d'auteur et la propriété intellectuelle, et là, il y a une tension très forte entre l'ouverture et la fermeture. Mais il finit quand même par dire que, vous voyez, on a une espèce de sandwich avec des régimes de propriété très différents, mais le fait que la couche au milieu soit ouverte garantit ce caractère de bien commun que pourrait avoir Internet. Alors ça nous ramène bien sûr, et c'est aussi quelque chose dont Lessig parle beaucoup, au principe de la neutralité du net, cette idée d'un réseau neutre qui achemine les informations sans avoir d'action ou de discrimination selon les émetteurs et les récepteurs, et qui est très bien traduit par Benjamin Bagnard, qui le traduit en termes de liberté d'expression en disant « L'imprimerie aura permis au peuple de lire, Internet lui aura permis d'écrire ». Et si vous réfléchissez bien, la neutralité du net, à part dans quelques pays où elle est consacrée par la loi, en fait, c'est typiquement cette idée-là de code is law, c'est-à-dire que c'est un principe qui est dans le code et qui fait loi tant qu'on tripatouille pas le code, tant qu'on modifie pas le code, l'architecture du code. L'ouverture de la couche logique et des contenus, elle a produit de très belles réussites. Donc le protocole TCP/IP est ouvert, il est pas approprié. Quand Tim Berners-Lee a inventé le web, la question s'est posée de savoir s'il allait le breveter. Et ça a certainement été une des décisions historiques les plus importantes, parce que si Tim Berners-Lee avait breveté le web, ce qui était tout à fait possible, ça aurait eu vraiment une conséquence très forte sur l'évolution des années à venir. Et Tim Berners-Lee n'a pas breveté le web, et il s'est construit sur des formats ouverts type HTML, qui ont garanti l'ouverture de cette couche logique. Après, la couche des contenus, elle aussi, elle a pu s'ouvrir grâce au mouvement des licences libres, le développement de la GNU-GPL, l'open source. Des logiciels, ça s'est transmis aux œuvres avec les Creative Commons notamment, et ça a pu nous donner des réalisations comme Wikipédia, un peu des exemples les plus forts de ce que peut donner une ouverture de la couche des contenus. Et puis, je dirais, on a eu une sorte d'impact majeur qui a, je dirais, complètement bouleversé le système et qui l'a déséquilibré, et le système n'a jamais retrouvé son équilibre depuis. Donc c'est l'impact du parsage massif, c'est l'utilisation de cette ouverture du protocole, pas seulement pour s'exprimer, mais pour faire circuler des copies d'œuvres protégées et les échanger entre individus. Donc on a le cas de Napster, qui a été vraiment le premier à vraiment heurter les industries culturelles. On a le peer-to-peer avec les Emule ou le BitTorrent avec The Pirate Bay. Et quelque part, voilà, on a une onde de choc qui s'est propagée et qui n'a jamais cessé, depuis 20 ans, de déséquilibrer le système. Alors maintenant, quelle est la réaction des industries culturelles face à ça? Donc ils ont conscience de ce hiatus, si vous voulez, énorme entre le code et la loi, et de cette espèce de misère du droit. C'est-à-dire, théoriquement, quand vous partagez une œuvre en ligne, ça vous coûte 3 ans de prison et 300 000 € d'amende, ce qui est une peine extrêmement lourde. Mais bien évidemment, cette peine n'est jamais appliquée. Et le décalage entre cette condamnation très forte, qui marquerait une sorte d'interdit social, vous savez peut-être que c'est par exemple plus condamné que la profanation de cimetières ou le harcèlement sexuel, le fait de partager une œuvre. Donc on a une sorte de condamnation sociale extrêmement forte, mais dans les faits, on a une pratique qui n'a jamais cessé de se développer. Donc on a ça c'est dû au fait que on était dans le code is law, c'est-à-dire le code faisait loi, et la nature ouverte de ce code était en contradiction avec les principes exprimés par la propriété intellectuelle. Depuis, ce qu'on constate dans leur réaction, c'est de se dire, il faut que la loi reprenne la main, et pour ça, il faut qu'elle change le code. Il faut changer le code
pour que le code lui-même exprime ou reprenne la main et regagne un vrai pouvoir de réguler les comportements. Mais ça, si vous voulez, là par exemple en ce moment, cette semaine, il y a encore une loi sur la contrefaçon qui est votée, qui va être sûrement, qui est discutée au Parlement là français, et qui va encore aggraver les sanctions. Et ça, si vous voulez, c'est grave par certains côtés, mais ça c'est de la gesticulation, si vous voulez, parce que ça n'a pas, à mon avis, de pouvoir de réguler les comportements. Par contre, je vais vous montrer qu'il y a des tentative d'agir sur le code lui-même. Et ça, c'est beaucoup plus grave, si vous voulez, parce que ça peut avoir un vrai effet sur la réalité. Et c'est ce que disait Lessig dans la fin de son article. Il conclut en disant « Nombreux sont ceux qui pensent qu'il n'a rien à faire, l'irrégulabilité d'Internet est définitive. Il n'est rien que nous puissions faire pour y remédier. Aussi longtemps qu'il existera, Internet restera un espace incontrôlable, c'est dans sa nature même. » Mais il dit rien n'est plus dangereux pour l'avenir de la liberté dans le cyberespace que de croire la liberté garantie par le code. Car le code n'est pas figé, l'architecture du cyberespace n'est pas définitive, l'irrégulabilité est une conséquence du code, mais le code peut changer. Et vous allez voir que c'est ce que je vais essayer de vous montrer par la suite. Et puis il y a aussi une autre notion que je trouve très importante et pour comprendre un peu ce qui se passe, c'est une notion qui est développée par un autre penseur qui est français, là, qui est Bernard Stiegler, qui essaye de penser la technique, il appelle ça comme pharmacon, c'est-à-dire il considère que la technique est toujours à la fois un remède et un poison, et que elle a une capacité à se retourner, et à se retourner contre ceux qui l'utilisent, parfois en bien, parfois en mal. Et ce qu'on voit se produire, là, cette inversion entre code is law et law is code, c'est typiquement une manifestation de la pharmacologie de la technique. C'est-à-dire cette capacité, sans qu'on s'en rende compte, elle puisse nous intoxiquer quelque part et produire des effets venimeux, quoi. Alors la première tentative de faire que, au lieu que code is law, on passe dans du law is code, bon, c'est quelque chose qui est connu et qui existe depuis longtemps, c'est bien sûr les DRM. C'est-à-dire que là, on a une réponse, si vous voulez, à un problème qui était technique. La technique nous permet de partager des œuvres. Les titulaires de droit se sont dit qu'il fallait raisonner comme un deus ex machina, c'est-à-dire que la technique nous pose un problème, résolvons-le par la technique. Et cette technique, ça a été les moyens techniques de protection, les verrous numériques, qui sont destinés à empêcher la copie. Et là où le droit est venu à la rescousse de ce phénomène, c'est que depuis 1996, avec des traités de l'OMPI sur le droit d'auteur, le fait de faire sauter les DRM est devenu un délit supplémentaire par rapport à la contrefaçon, ce qui, dans leur esprit, garantissait leur effectivité, si vous voulez, ce qui était un pari qui s'est avéré assez dérisoire. Mais cette logique du DRM, elle s'est infiltrée, si vous voulez, dans la loi américaine, dans la directive européenne de 2001 qui gère le droit d'auteur au niveau communautaire, et dans la loi française en 2006 avec la loi d'AFSI. C'est ce paradigme-là dans lequel on est encore, qui s'applique. Alors, si vous voulez, les DRM, on en a une image qui est celle des, comme dit Richard Stallman, des menottes numériques. C'est-à-dire que c'est un système qui nous empêche de faire certaines choses, ou qui nous lie à des écosystèmes, qui est l'image la plus instinctive. Mais en fait, DRM, c'est pas vraiment ce que ça veut dire de plus profond. DRM, vous savez, ça veut dire Digital Right Management, ça veut dire système de gestion des droits numériques, en gros. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça veut dire que qu'est-ce que c'est qu'un DRM fondamentalement? C'est pas un verrou, c'est un système d'application automatisé du droit. C'est-à-dire que c'est un système qui va être capable, un programme qui est capable d'interpréter les règles de droit et de les appliquer. C'est une façon d'appliquer les règles de droit, pas par des humains, mais par des machines. Et ça, vous allez voir que ça a une incidence très forte pour la suite. Ça veut dire que là, law is code, pourquoi? Parce qu'on peut faire rentrer la loi dans le code et dans la machine pour qu'elle l'interprète et qu'elle l'applique elle-même. Et là, il y a une vraie rupture. Pour moi, si vous voulez, le DRM, il est beaucoup plus dangereux à cause de ça
que le soi-disant verrou numérique que beaucoup de gens savent faire sauter et qui est pas effectif. Par contre, ça, c'est effectif. Capacité de faire rentrer le droit dans le code. Alors les DRM, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément toujours quelque chose de négatif. Je vous donne juste un exemple, mais qui va bien vous faire comprendre là cette capacité du DRM à interpréter le droit et à l'appliquer. Bon, moi je suis bibliothécaire en fait, et dans les bibliothèques il y a un grand problème, vous savez, on numérise nos collections, mais on a le droit de le faire que si les collections sont dans le domaine public. Or le problème c'est qu'il faut savoir que telle œuvre, tel livre, telle photo, tel enregistrement sonore, quand est-ce qu'il est dans le domaine public? C'est extrêmement difficile à calculer. Or, ça, si vous voulez, ça peut se calculer automatiquement. Pourquoi? Parce que les bibliothèques, elles ont des catalogues avec des tas d'informations sur les auteurs, la date de création des œuvres, etc. Et ça, on peut les faire rentrer, et j'avais déjà travaillé sur c'est vraiment assez passionnant. Enfin, faut être un peu, enfin, voilà, moi ça me passionne, disons. On peut les faire rentrer dans des arbres de décision qui font qu'une machine, quand on lui donne les bonnes données, est capable de vous dire automatiquement si une œuvre est dans le domaine public ou pas. Et vous avez notamment l'Open Knowledge Foundation qui a fait un calculateur du domaine public qui est adapté à chaque législation nationale en Europe. C'est un travail assez impressionnant qui sert sur des grandes plateformes comme Europeana, par exemple, la bibliothèque numérique européenne. Ça, vous voyez, typiquement, c'est un DRM. C'est-à-dire que c'est un système de gestion automatisé du droit, mais c'est pas un verrou numérique. C'est le côté bright side, si vous voulez, du DRM. Un autre type de DRM auquel on ne pense pas, et vous allez voir que ça nous ramène à l'occurrence Lessig, c'est les Creative Commons, en fait, sont des DRM. Pourquoi? Parce que les Creative Commons, dès l'origine, et ça on le doit d'ailleurs à Aaron Swartz, on le doit à Aaron Swartz, hein, c'est lui qui a rajouté cette couche dans le projet Creative Commons. Vous avez trois couches. Vous avez une couche légale, qui est un contrat juridique. Vous avez une seconde couche, qui est le DIDS, vous savez, ça c'est les logos, ou le résumé de la licence qui est lisible par un humain lambda, on va dire, qui connaît pas le droit. Et vous avez une troisième couche, qui est machine readable, qui est en fait quoi? C'est des métadonnées qui sont embarquées directement. Quand vous prenez le code HTML qui vous permet d'afficher le petit logo Creative Commons sur votre blog, vous embarquez aussi des métadonnées qui disent que cette œuvre-là, elle est sous Creative Commons, c'est vous, il y a le nom de l'auteur, et d'autres informations qui sont interprétables par les machines. Et donc, vous voyez, on n'est pas si loin d'un système de gestion automatisée des droits, et c'est un très gros avantage. Je vous montre une manifestation là qu'on a vu se développer la semaine dernière. Google, dans Google Images, a mis en avant, beaucoup plus qu'avant, hein, la possibilité de chercher les images par droit d'usage. Et donc maintenant, quand vous allez dans Google et que vous tapez sur les outils de recherche, donc moi j'ai tapé oiseau là par exemple, je peux lui demander uniquement des images qui sont réutilisables. Et comment est-ce qu'il le sait? C'est qu'il arrive à interpréter les métadonnées liées aux licences Creative Commons et à les faire ressortir. Et il peut faire ça de manière très fine, hein, me dire si j'ai le droit de faire un usage commercial ou pas, si je peux faire des remixes avec les images ou pas. C'est embarqué dans la licence. Ça aussi, c'est le côté, je dirais, bright side du DRM quelque part. Mais évidemment, il n'y a pas qu'un, et là on tombe dans le côté pharmacologique, pas qu'un côté bright side, ce serait trop beau, il y a un côté dark side aussi dans le DRM, et je pense que celui qui l'a le mieux exprimé, c'est un chercheur en sciences de l'information qui s'appelle Olivier Archaid, qui tient le blog Affordance, qui dit « Le DRM, c'est l'acceptation d'un droit de regard de la machine. » DRM, droit de regard de la machine. Et là on va retomber dans le Law is Code. Alors ça, bon, c'est assez connu, un droit de regard de la machine. On sait, vous vous rappelez cet épisode en 2009, quand Amazon avait décidé de supprimer à distance les exemplaires numériques de 1984 de George Orwell, qui avaient été légitimement achetés sur les comptes des utilisateurs de Kindle, parce qu'ils s'étaient rendu compte subitement qu'ils avaient mal négocié les droits. Et donc, il y a quelqu'un chez Amazon qui a décidé d'appuyer sur un bouton, et tous les exemplaires légitimement achetés de 1984 ont disparu des Kindle de leurs propriétaires. Enfin, propriétaire, c'est un bien grand mot. Des gens qui avaient acquis une licence d'usage sur ces fichiers. Là, on est dans quelque chose d'extrêmement intrusif en termes de droit de regard de la machine. Hein. C'est quelque chose qui rentre dans votre espace et qui est capable, voilà, de vous retirer quelque chose que vous aviez légitimement acheté.
Il y a un exemple qui est un peu caricatural hein, sur l'aspect droit de regard de la machine, mais qui montre jusqu'où les choses peuvent aller. Microsoft a déposé un brevet pour la Kinect qui consiste en fait à utiliser la caméra. Vous savez, la Kinect, c'est une console qui fait des mouvements devant, et comme la Wii, et elle interprète ses mouvements. Là, en fait, elle utilise la caméra qui est sur la Kinect pour voir combien il y a de personnes assises sur le canapé en face qui sont en train de regarder un film, par exemple, devant la télé. Et cette caméra, elle compte le nombre de personnes. Comme ça, elle peut décompter des vues qui seraient liées à des licences. C'est-à-dire que quand vous achèteriez, par exemple, un film en VOD, vous auriez 10 vues. Et vous pourriez le voir soit 10 fois tout seul, soit 3 fois avec 3 amis. Vous voyez le système. Mais ça implique que la machine, elle voit chez vous et elle sache qui est concrètement assis sur le canapé au moment où vous voyez le film. C'est quand même assez saisissant, si vous voulez, comme incarnation de cette idée de droit de regard de la machine. Le DRM, ça peut aller dans cette idée ça peut aller jusqu'à l'absurde, si vous voulez. Je crois que ça c'est un des pires que j'ai jamais vu. Ça c'est dans le livre numérique. C'est un DRM qui s'appelle CIDIM, qui a été développé par une société allemande, qui fait exprès de faire des coquilles en fait dans les livres. Donc vous achetez un livre et dans votre exemplaire à vous, CIDIM va introduire une coquille volontaire. Et ça pourquoi? Parce que comme ça signe votre copie. Et on sait, si vous le partagez, que ce sera vous qui avez diffusé ce livre illégalement. Et donc c'est un système de traçage. Alors on appelle ça un DRM social, qui est une façon de nous faire croire que ce serait plus light qu'un DRM en dur. Mais ça va extrêmement loin parce que si vous voulez, ça porte atteinte à l'intégrité de l'œuvre, et notamment au droit moral de l'auteur, pour permettre un traçage après de l'œuvre, parce qu'après ça peut se tracer automatiquement. Le livre, il aura une signature numérique, et des machines seront capables de savoir où est-ce qu'il est et qui l'a partagé. Et puis après, dans l'évolution du DRM qui va dans cette logique du low is code, c'est le fait de construire des systèmes qui annulent la copie, qui annulent la possibilité de copier. Et ça, c'est encore Olivier Archey, là, le chercheur dont je parlais tout à l'heure, il appelle ça la copie, c'est-à-dire un état qui serait l'antonyme de la copie, qui nous amènerait vers des environnements qui suppriment cette possibilité de copier et d'appropriation des contenus. Et si vous regardez bien, les systèmes de cloud computing, ce qui se passe au niveau des tablettes type les environnements Apple ou les environnements Amazon, ou même le streaming, c'est typiquement une modification du code pour implémenter effectivement l'impossibilité, l'interdiction de copier. Et alors le stade ultime de cette évolution, on l'a vu ces derniers mois, qui est pour moi vraiment pour moi le signe qu'on est en train de basculer dans un autre paradigme, c'est le fait que le W3C, vous savez, qui gère l'évolution du format HTML, a accepté d'intégrer, si vous voulez, les DRM dans les standards même du HTML5. Il y a eu un très gros débat pour savoir s'il fallait le faire. Il y a eu des gens qui sont opposés très fortement à ça, d'autres qui ont soutenu, et notamment Tim Berners-Lee, quand même, qui est l'inventeur du web, qui est lui qui avait renoncé à déposer un brevet sur l'invention du web, qui avait voulu construire le HTML comme un standard ouvert, a accepté, avec une très grosse pression des titulaires de droit et aussi d'intermédiaires type Netflix ou Google, que les DRM soient intégrés dans les standards du HTML5. Et ça veut dire en fait qu'il va y avoir des sortes. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Il va y avoir des sortes d'API qui vont servir en fait à se connecter au navigateur et qui, l'argument qui est avancé, devrait permettre une meilleure interopérabilité que des systèmes tels que le Flash ou Silverlight par exemple, qui posaient des gros problèmes d'interopérabilité. Et l'argument de Tim Berners-Lee, c'est de dire oui, moi je veux un web interopérable et l'interopérabilité, ce serait quelque part un bien plus grand que l'ouverture. Il y a eu des gens, notamment quelqu'un qui s'appelle Cory Doctorow, qui est un activiste de la culture libre et un auteur, qui a dit que si on laissait faire ça, c'était quelque part un changement à 90 degrés de l'histoire du web,
et qu'on risquait d'aller dans des directions assez inquiétantes. Et la conséquence la plus grave de ça, c'est plus sur la gouvernance du W3C, c'est-à-dire que maintenant la MPA, c'est-à-dire les producteurs d'audiovisuel, sont devenus membres à part entière du W3C, ils discutent au sein du consortium, et les discussions sur les fameux DRM sont secrètes, évidemment. Quand vous discutez sur des DRM, vous pouvez pas le faire à ciel ouvert. Et donc le HTML, qui était un standard ouvert, est maintenant discuté à porte close. Donc ça a quand même de très très grandes... voilà, ça, vous voyez, là on commence vraiment à aller vers low is code. Alors après, il y a d'autres manifestations. Par exemple, la RIAA, eux c'est les producteurs de musique aux États-Unis, aimeraient beaucoup que nos navigateurs Internet soient capables d'interpréter le statut juridique de ce qu'ils montrent. Et notamment, ils aimeraient beaucoup qu'ils puissent savoir si un site peut être suspect ou pas d'être illégal et réagir en fonction pour vous envoyer des alertes. Ce qui serait bon. Alors, ils le font déjà pour des alertes de sécurité. Les titulaires de droit de la musique aimeraient le faire pour des alertes de droit, des alertes juridiques, si vous voulez. Et par exemple, la Hadopi, quand on regarde les rapports qui sont sortis de la Hadopi depuis pas mal de temps, avait tout à fait les mêmes ambitions. Et si vous voulez, quelque part, c'est la vraie raison du label pur. C'est-à-dire que le label pur, qui est le label des offres légales, quand on voit les raisonnements d'Hadopi, en fait, c'est pas tellement un label promotionnel de l'offre légale, mais ce serait un signe qui permettrait de savoir si une offre si un site est légal ou pas, et qui permettrait après automatiquement à certaines machines de réagir en fonction. Et une autre évolution qui a été très importante à la fin de l'année 2012, c'est Google qui a modifié son algorithme pour déclasser des sites qui reçoivent le plus de demandes de retrait pour violation du droit d'auteur. Donc là, vous voyez, on a Google qui a changé son algorithme pour faire en sorte que le critère juridique change l'ordre de classement du PageRank. Là aussi, on est clairement passé dans du low is code. Alors, si maintenant on arrive, je dirais, à des tournants historiques qu'on a vus ces dernières années, cette logique d'intégration des contraintes juridiques directement dans la technique, elle s'est manifestée. C'était en fait le vrai enjeu des lois SOPA et ACTA. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous vous rappelez la loi SOPA, donc aux États-Unis, qui a été arrêtée avec une grande mobilisation de la société civile. Sa logique, en fait, c'était de donner au département de la justice américaine un pouvoir de sanction extrêmement intimidant vis-à-vis des intermédiaires techniques. Donc, par exemple, les registraires de nom de domaine, les régies publicitaires, les moteurs de recherche, les hébergeurs, tout ce qui fait l'écosystème, si vous voulez, d'Internet, qui gravite autour des plateformes d'échange d'œuvres illégales. Et leur idée, c'était d'agir sur ces intermédiaires pour, quelque part, asphyxier les plateformes de partage illégal. Et leur idée, donc, en gros, c'était que donc le département de la justice allait pouvoir agir sur ces intermédiaires-là, mais il y avait un échappatoire pour ces intermédiaires, c'est que s'ils agissaient d'eux-mêmes, ils avaient une exemption de responsabilité. C'est-à-dire, en gros, que la loi américaine aurait dit à je sais pas moi, un système de paiement en ligne comme PayPal, soit tu fais le ménage par toi-même sur ta plateforme, soit, potentiellement, le département de la justice va pouvoir mettre ta responsabilité en cause. Et il y avait des peines, des sanctions pénales extrêmement fortes qui étaient prévues à la clé. Et ça, si vous voulez, c'est une logique qu'on retrouve depuis plusieurs années et qui est le gros problème de l'évolution des lois et des traités sur la propriété intellectuelle. C'est le fait de vouloir agir sur les intermédiaires techniques et fragiliser leur responsabilité pour obtenir une régulation effective de l'écosystème. C'était aussi directement la logique qui était dans l'ACTA. Dans l'ACTA, le point le plus contestable, qu'est-ce que c'était ? C'était le fait d'avoir mis en place des systèmes de sanctions pénales vis-à-vis des intermédiaires techniques qui les punissaient pour complicité d'infraction au droit d'auteur, définie d'une manière extrêmement floue
parce que ça recourait à une idée d'échelle commerciale de l'infraction, qui était un enrichissement direct ou indirect. Ça veut dire que n'importe quel site n'importe quelle plateforme pouvait à un moment donné se retrouver accusé de complicité d'infraction au droit d'auteur, et il y avait des sanctions pénales à la clé. Et quand la Quadrature du Net a agi contre l'ACTA, le principal argument, c'était de dire, si vous faites ça, vous poussez ces plateformes à développer ce qu'on appelle une police privée du droit d'auteur. Elles vont elles-mêmes faire de la régulation, parce qu'elles vont vouloir éviter ces sanctions. Voilà un peu la reconfiguration du système, elle passe par là. Alors le problème, c'est que ces deux projets ont subi des échecs absolument retentissants lorsqu'ils sont passés devant les représentants élus. L'ACTA, là, ça c'est la représentation du vote de l'ACTA, c'est clairement la plus grande déconvenue jamais subie par la Commission européenne dans toute son histoire, et donc une sanction extrêmement grave. SOPA aux États-Unis, il y a eu une mobilisation citoyenne aussi qui a fait que le projet a dû être retiré, et on avait rarement vu une telle ampleur de la mobilisation. Mais ça a eu une conséquence extrêmement perverse, c'est-à-dire que les titulaires de droit, les industries culturelles et toutes les forces qui gravitent dans ce sens ont fini par se dire qu'il fallait maintenant contourner complètement les parlements. Parce que c'était aller au casse-pipe. C'est déjà ce qu'ils avaient essayé de faire dans l'ACTA, parce que vous vous rappelez, l'ACTA c'était une négociation internationale secrète, mais le problème c'est qu'à un moment donné, quand même, il fallait ratifier devant le Parlement européen. Alors, la question, ça a été de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas carrément trouver un système pour ne plus passer devant les parlements ? Et ils ont trouvé. Ils ont trouvé aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais aux États-Unis, juste un an après le rejet de la loi SOPA, il y a une sorte de système de riposte gradué en 6 étapes, donc un peu comme le système de la Hadopi, des avertissements envoyés aux individus, en 6 étapes, qui a été mis en place uniquement par voie de contrat entre les titulaires de droit et les 5 plus gros FAI du pays. Ça veut dire en gros que c'est comme si la loi Hadopi avait été rentrée en vigueur sans passer par le Parlement, mais simplement par des négociations entre les FAI et les titulaires de droit. Ça paraît assez incroyable de se dire que c'est possible, mais en fait c'est tout à fait possible. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça veut dire que, en fait, aux États-Unis, si vous faites ça touche essentiellement le peer-to-peer. Si vous faites ça ou le BitTorrent, vous allez recevoir un avertissement. Après, vous allez être obligé de regarder une vidéo qui vous explique ce que c'est que le copyright. Ensuite, on va commencer à ralentir votre débit. Et au final, on peut aller jusqu'à vous couper votre connexion Internet. Il y a déjà eu des ruptures de contrat par les FAI au bout des 6 avertissements. Et aux États-Unis, si vous voulez contester ça, vous devez saisir un arbitre privé, pas un juge, et il faut lui verser $35 pour avoir le droit de contester quand vous estimez qu'un des avertissements n'est pas justifié. Et ça, c'est passé complètement en dehors du Parlement. Et ce qui est très impressionnant, c'est que les associations qui avaient œuvré dans SOPA, qui avaient obtenu le rejet de SOPA, elles se sont mobilisées contre ça. Il y a l'EFF notamment qui a fait des grandes campagnes pour dire que c'était pas normal, etc. Mais ils n'ont pas pu l'arrêter, si vous voulez. Parce que là, il n'y a pas de vote. Comment vous arrêtez un système de ce type? Et là, j'avais trouvé un PowerPoint d'une responsable de la RIA, là, toujours la musique, qui disait, ça s'appelle le Copyright Alert System and Other Voluntary Initiatives. Ça veut dire, ils sont contents parce qu'en fait, les FAI ont fait ça volontairement. Il n'y a pas eu besoin d'une loi pour les forcer. Alors je vais vous parler d'un autre système volontaire de contrôle qui est mis en place par un intermédiaire en ce moment, qui, à mon sens, est vraiment très intéressant à observer, parce qu'il préfigure ce qu'on sent venir comme étant la manifestation de Law is Code et la manière dont la loi va s'appliquer directement dans le code informatique pour être appliquée. C'est le système Content ID qui est mis en place sur YouTube. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Content ID, en fait, c'est un système de filtrage ou de contrôle que YouTube a implémenté. C'est Google qui l'a implémenté juste après qu'ils aient racheté YouTube. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est
sont des robots qui parcourent les contenus qui sont mis en ligne sur YouTube et qui les comparent avec une base d'empreintes que les titulaires de droit leur remettent. C'est-à-dire que les titulaires de droit de la musique et du cinéma, essentiellement, génèrent à partir des fichiers des empreintes que ces robots-là, avec des algorithmes, sont capables de reconnaître. Donc si vous mettez en ligne un clip de Rihanna, la signature de vidéo et la signature sonore font que ce robot est capable de le repérer. Et quand il le repère, il vous met ce qu'on appelle une copyright claim, ou un strike, on appelle ça aussi dans leur système. C'est-à-dire qu'il va retirer la vidéo, et il va mettre une pénalité au titulaire de la chaîne qui aura fait ça. Et quand vous avez 3 pénalités, Google vous coupe votre chaîne. Mais Content ID, c'est pas seulement un système répressif, c'est là où c'est intéressant, c'est aussi le système qui permet à Google de monétiser les contenus. C'est-à-dire que, comme il est capable de repérer quel contenu est où sur sa plateforme et s'il est vu ou pas, il utilise cette reconnaissance des empreintes pour calculer les montants de redevances publicitaires qu'il attribue à tel ou tel diffuseur. Donc il a cette double face, si vous voulez, c'est très pharmacon, quoi, ton Content ID, c'est-à-dire que il a un côté pas inintéressant, où il permet voilà, de monétiser des contenus, et il a un côté répressif. Alors si vous voulez, à la base, Content ID, c'est pas une idée si négative que ça. Pourquoi ? Parce que on a souvent l'impression que le droit d'auteur, c'est uniquement un droit d'interdire ou d'empêcher. Mais en fait, avec le droit d'auteur, vous avez le droit aussi d'autoriser les choses. Et à la base, ce que Google voulait faire, c'était donner le choix aux titulaires de droit de ne pas bloquer systématiquement, mais de laisser passer, s'ils voulaient, des contenus sur la plateforme. Et en fait, Content ID laisse 3 choix aux titulaires de droit. Soit ne rien faire, je laisse passer le contenu, je le laisse circuler, voilà, les gens peuvent charger mon clip, je ne réagis pas. Soit monétiser avec de la pub, le contenu passe, il n'est pas bloqué, mais il y a de la pub automatiquement qui s'affiche autour, et les revenus vont au titulaire de droit. Soit bloqué. Et là, vous prenez un strike, une pénalité. Et il faut voir que ce système, il n'est pas inintéressant quand même, parce que en France, la SACEM et la SACD, qui sont les 2 gros représentants des auteurs dans la musique et dans le spectacle, ont accepté en bloc ce système pour l'ensemble de leur catalogue, et elles ont des accords de partage de recettes publicitaires, ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui sur YouTube, la SACEM accepte finalement qu'on mette en ligne les morceaux parce qu'ils ont un partage de recettes publicitaires. Ça veut dire aussi qu'ils acceptent que vous fassiez une reprise, par exemple, d'un morceau et que vous le mettiez sur YouTube. Ils ont une recette publicitaire. Et ça, c'est pas rien quand même. Vous voyez, ça crée un espace où les contenus peuvent circuler. Alors il y a eu des exemples assez frappants de ce que permet Content ID dans le positif. Alors vous vous rappelez peut-être qu'il valait mieux oublier, mais bon, c'est encore peut-être frais dans votre mémoire, mais c'est tout le succès de Gangnam Style, de Psy, hein, il est construit sur Content ID. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait, lui, enfin son producteur en l'occurrence, ils ont d'emblée choisi de laisser passer et de monétiser. Ce qui fait que son œuvre, elle a pu circuler et devenir virale, et chaque fois que quelqu'un voilà, partageait sur sa chaîne Gangnam Style, chaque fois qu'il parodiait Gangnam Style, eh bien en fait il y avait de la pub, des revenus publicitaires qui allaient à Psy, et ça a été à la fois la manière dont il a pu percer justement là dans la fameuse économie de l'attention, et dont il a pu aussi dégager des bénéfices importants. Vous avez aussi un exemple assez impressionnant, c'est le Harlem Shake. Souvenez-vous, cette vidéo. Là, c'est encore plus intéressant parce qu'à la base, donc c'est un morceau de musique, hein, le Harlem Shake, qui a été mis en ligne par une personne qui s'appelait DJ Bauer et qui a été repris dans une autre vidéo. Donc, en soi, si vous voulez, c'est un piratage. Hein, c'est-à-dire que cette musique-là, elle a été mise dans une vidéo qu'on connaît tous, hein, cette vidéo. Et donc, en soi, à la base, c'est une violation du droit d'auteur. Mais DJ Bauer, il avait accepté de laisser circuler sa vidéo. Et il avait eu une redistribution très très importante de recettes publicitaires. Et le dernier exemple qui est assez intéressant, c'est on en a parlé pas mal à la fin de l'année dernière, c'est le phénomène, vous savez, des youtubeurs sur YouTube. Des gens, par exemple, qui font des parties de jeux vidéo commentées, ou qui commentent l'actualité du cinéma en mettant des extraits de films dans leurs vidéos, des choses comme ça. Et ces gens-là, en fait, ils sont affiliés à des intermédiaires qui se chargent en fait de faire tampon entre eux
et les titulaires de droits, et qui gère la redistribution des recettes publicitaires. Et ça, pendant longtemps, ça a créé une sorte d'écosystème assez hallucinant, où finalement, il y avait pratiquement une sorte de droit au remix qui a été implémenté grâce à Content ID, finalement. Donc, d'une certaine manière, on va dire que ce système-là avait potentiellement des aspects positifs. Et là, Philippe est plus là, mais d'une certaine manière, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que Content ID? C'est une quasi-licence globale privée. C'est-à-dire que YouTube est devenu un espace où potentiellement les contenus peuvent être partagés, et ils sont monétisés par la pub avec un retour aux créateurs. C'est pas si éloigné d'une licence globale, sauf qu'elle n'est pas globale, elle est locale, elle est localisée sur YouTube, et c'est pas une licence légale, c'est pas la loi qui l'a mise en place, c'est simplement un contrat, des accords contractuels entre les titulaires de droits et Google, qui ont créé cette forme de licence globale privée. Et là, j'avais pris le cas du Harlem Shake, c'est assez intéressant de voir la redistribution des revenus, ça ressemble beaucoup en fait à une sorte de crypto-SACEM, si vous voulez, qui collecte des sommes et qui les reverse. Alors, par exemple, il y a 10% à celui qui a chargé la vidéo, une partie à Google, une partie à cet intermédiaire qui gère les droits, et une partie au créateur. Et ça répartit les sommes comme ça. Mais, en fait, évidemment, il y a là aussi un côté dark side qui est particulièrement inquiétant, si vous voulez, et qui tient au fait que Content ID, c'est un système d'application robotisé du droit. C'est-à-dire que c'est un robot qui se charge d'appliquer le droit et de reconnaître des infractions. Et ça, c'est assez inquiétant. Et Content ID est responsable je pense, alors j'aime beaucoup, moi, les bugs du droit d'auteur, hein, et Content ID nous fait souvent les plus beaux bugs du droit d'auteur qu'on puisse trouver sur Internet. Par exemple, Content ID a déjà retiré des vidéos de chants d'oiseaux, parce que quelqu'un avait réclamé des droits sur les chants des oiseaux, et Content ID, bien sûr, n'est pas capable de voir que la réclamation est complètement infondée. Donc il a déjà retiré des vidéos de chants d'oiseaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire, à un moment il y avait eu des météorites qui étaient apparus dans le ciel de Russie, je ne sais pas si vous vous rappelez cet événement-là. Il y avait quelqu'un qui les avait filmés dans sa voiture, et il avait laissé l'autoradio allumée. Et Content ID lui a shooté sa vidéo, parce qu'il a réussi à reconnaître ce qui passait vaguement en fond dans sa voiture. Content ID n'est pas capable de reconnaître un mash-up. Et aux États-Unis, les mash-up, et même en France, c'est pas forcément illégal. Aux États-Unis, il y a un mécanisme qui s'appelle le fair use, l'usage équitable, qui fait que quand vous transformez une œuvre, vous pouvez faire ça légalement. Et il y a un mash-up notamment qui s'appelait Buffy contre Edward, qui mélange Buffy contre les vampires et Twilight, qui est quelque chose d'assez intéressant, voilà. En fait, c'est une critique gender, si vous voulez, de Buffy et de Twilight. C'est pas inintéressant. Et ça a été shooté par Content ID parce que lui, il est absolument incapable d'appliquer le fair use. Et le summum du summum, c'est Laurence Lessig qui s'est fait shooter une de ses vidéos parce que à un moment donné, il passe un extrait de quelques secondes d'une musique pour illustrer le fait justement que le droit d'auteur est trop restrictif. Et donc Content ID l'a shooté, mais Laurence Lessig, lui, il a contre-attaqué en attaquant le titulaire de droit qui avait fait ça pour revendiquer son fair use. Ça, quand même, si vous voulez, ça vous montre quand même la limite de ce type de processus, quoi. Et puis, finalement, on est arrivé à un événement qui, moi, m'a beaucoup secoué. C'est le retrait d'une des vidéos de la Quadrature du Net. Pendant la campagne contre ACTA, la Quadrature avait fait une vidéo qui s'appelait Robot Copyright ACTA. C'était une parodie de Robocop, dans laquelle, si vous voulez, le message, c'était « Si vous responsabilisez les intermédiaires techniques, ils vont devenir une police privée du droit d'auteur, et ça va être extrêmement dommageable pour la liberté d'expression, l'innovation. » Et ça a utilisé la figure du Robocop, c'est-à-dire l'image même d'une chose qui applique la loi de manière automatique. Eh bien, YouTube, bizarrement, l'a laissé longtemps en ligne, et puis un jour, la MGM, qui est titulaire des droits sur le film, je sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être quelque chose qui a changé dans les paramètres qu'elle a envoyés à Content ID, et elle a demandé le retrait de cette vidéo-là. Alors, si vous voulez, c'est quand même énorme que ce soit cette vidéo-là qui soit faite shooter, parce que déjà, sur le fond, c'était une parodie,
Donc il y a des exceptions au droit d'auteur qui la rendent légale. Hein. C'est une parodie, on peut faire une parodie, c'est une exception au droit d'auteur. C'est même en France, c'est légal, c'est pour vous dire. Et en plus, ça nous a montré que la prédiction que la Quadrature avait faite, ben, elle s'est réalisée. C'est-à-dire que Google est devenu lui-même le robot copyright. C'est Robot Copyright qui a shooté Robot Copyright, si vous voulez. C'est une sorte de mise en abîme énorme. Et là où c'est extrêmement inquiétant, c'est que la Quadrature avait pensé que ça allait se faire par l'ACTA, c'est-à-dire une loi qui se serait imposée aux titulaires de droit. Là, c'est Google qui l'a fait lui-même volontairement. Il n'y a pas eu besoin d'ACTA pour aboutir à ce résultat qui est celui de la fin de la liberté d'expression et de la capacité à... Non, c'est Google qui l'a fait lui-même en négociation avec les titulaires de droit. Et là, vous arrivez au bout de la logique. Et c'est ça qui, à mon sens, est la grosse menace qui se profile. Que les titulaires de droit et les plateformes s'entendent en dehors de la loi pour mettre en place ce type de régulation automatisée du droit d'auteur. Je vais un peu accélérer. Je vous parle juste de celui-là quand même. Alors Facebook aussi réfléchit à la manière dont il pourrait se robocopyrightiser, si vous voulez. Et lui, il a un magot qui sont les données personnelles. Et récemment, ils ont déposé un brevet sur un système en fait de robot copyright social. Et alors leur idée en fait, c'est qu'ils sont capables donc de voir quelles sont vos préférences, quel est votre réseau de relations, et ils disent, en fait, ils repèrent pas les contenus pirates, ils repèrent les gens qui sont susceptibles de devenir pirates. Et ils vous attribuent un potentiel de devenir pirate. Et ensuite, ça les aide après à décider si vos contenus que vous échangez, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Facebook qui échangent des liens illégaux, ils vous voient un potentiel de devenir pirate, ils vous repèrent comme ça et ça les aide à décider si votre contenu a été pirate ou non. Et donc en fait, vous avez le parfait croisement entre Minority Report et Big Brother. et je vous assure que c'est vrai. C'est-à-dire que le brevet, je l'ai lu, il a été déposé. Il n'est pas encore implémenté dans Facebook, mais on voit quand même un peu la logique que ça peut commencer à prendre. Alors je vais finir en revenant en France, parce que y a quand même des signes qui nous laissent penser que ce mouvement dont je vous ai parlé, le prochain endroit où l'alerte va être extrêmement chaude, c'est la France, au moment où nous allons voter la loi sur la création qui va venir en 2014. On voit depuis un certain temps, c'est né chez la Hadopi et puis ça s'est propagé un peu partout, un concept qui est celui d'autorégulation des plateformes. C'est né dans un rapport que la Hadopi avait fait en mars 2013. Ils ont rendu un rapport sur sur le rôle des intermédiaires techniques dans la contrefaçon. Et c'est une personne qui s'appelle Mireille Imbert-Carreta à la Hadopi, qui est la présidente de la commission de protection des droits, qui est un peu le bras armé de la Hadopi, si vous voulez. Et dans ce rapport-là, elle disait que la meilleure solution, c'était d'aller vers une forme d'autorégulation des plateformes. Et ce mot-là, déjà, nous avait assez interpellés, parce qu'on avait l'impression que c'était un peu la même chose que la loi SOPA, mais d'une manière volontaire. Cette idée-là, elle a sauté dans le rapport Lescure. Dans le rapport Lescure, il y a tout un passage sur l'autorégulation des plateformes, et notamment beaucoup d'éloges pour Content ID, et l'idée que ça pourrait être développé sur d'autres plateformes et que ça pourrait devenir un système de régulation intéressant. Vous avez aussi le CSA qui est celui qui va certainement récupérer les compétences de la Hadopi et devenir l'autorité qui sera en pointe, qui développe tout un discours sur la régulation d'Internet et qui a entièrement récupéré ce discours sur l'autorégulation des plateformes. Et le dernier point où on le voit poindre, c'est dans une mission qui a été confiée par la ministre de la Culture à Mireille Imbert-Carreta, toujours la même qui est à la Hadopi, sur la contrefaçon commerciale. Et quand il y a eu des interviews de Mireille Imbert-Carreta qui nous dit qu'elle envisage un système d'autorégulation des plateformes, et alors elle commence à parler même d'une sorte de riposte graduée, pas tournée vers les individus, mais vers les sites internet. C'est-à-dire l'idée de dire, je t'avertis une fois, je t'avertis deux fois, et si tu t'es pas auto-régulé tout seul, ben après tu seras sanctionné. Donc on voit monter ce concept-là au fil du temps.
Et ça, si vous voulez, pourquoi en fait? Parce que actuellement, les titulaires de droit sont extrêmement embêtés par les verrous qui sont dans la jurisprudence communautaire. Il y a un principe, vous savez que normalement, les hébergeurs, les intermédiaires techniques, sont pas frontalement responsables de ce qui se passe sur la plateforme. Ils sont responsables que si on les avertit et s'ils réagissent pas rapidement pour retirer les contenus. Et les juges européens, la Cour de justice européenne, on a tiré le principe qu'il y avait une interdiction générale d'imposer un filtrage généralisé à un intermédiaire technique, notamment un FAI ou un hébergeur. On ne peut pas lui imposer de filtrer a priori les contenus. Donc il n'y a pas de moyen légal de les forcer. Par contre, vous avez des moyens politiques de les conduire à le faire par eux-mêmes. Et c'est ça, en fait, qui est mis en avant. Alors là, je vous ai mis un petit passage du rapport Lescure, hein, et vous voyez, toutes dans les propositions du rapport Lescure, il y en avait 80. Vous en avez quand même une bonne quinzaine qui parlent de ça, en fait, qui disent qu'il faut faire des accords avec les plateformes, il faut les conduire elles-mêmes à appliquer les principes du droit d'auteur. Et ça allait tellement loin que Lescure s'était dit, plutôt que de les menacer, on pourrait leur donner une carotte aussi. Par exemple, celles qui seraient les plus vertueuses, on leur offrirait une priorisation de débit Internet. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Dailymotion, si Dailymotion signe un plus beau contrat avec les titulaires de droit en promettant qu'il allait filtrer lui-même ses contenus, eh bien, du coup, il aurait droit à une priorisation de débit. Et le rapport Lescure dit, dans le respect de la neutralité du net. Alors bon, visiblement ça, même avant à l'ARCERP, ils ont pas du tout apprécié ça. Ils ont dit qu'ils trouvaient ça complètement aberrant, mais ça allait jusque là, si vous voulez quand même. Et mais bon, je crois pas du tout. Alors, enfin, moi je pense pas que ce sera la carotte qu'ils utiliseront, ce sera plutôt le bâton. Et on voit, voilà, cette histoire de riposte graduée des sites internet qui est de plus en plus. Donc l'idée, en gros, c'est que soit la plateforme s'autorégule, soit à un moment donné, elle passera en justice et elle pourra se faire saisir son nom de domaine ou bloquer ou filtrer, voilà. Comme dans l'affaire Allo Streaming qu'on a eu récemment. Et donc moi j'en arrive à la conclusion on a toutes les conditions réunies pour voir arriver un ACTA à la française, mais construit sur une base contractuelle, pas sur une base complètement légale, si vous voulez. Donc une autorégulation des plateformes sur une base contractuelle. Je vais terminer par là. Cette idée-là, la France la pousse aussi au niveau de l'Union européenne. Il y a eu un Conseil européen sur le numérique à la fin de l'année dernière, et les représentants français ont poussé l'idée d'autorégulation et de coopération avec les plateformes. Et en ce moment, vous avez peut-être vu passer ça, il y a une consultation de la Commission européenne sur la réforme du droit d'auteur, et il y a une question qui porte là-dessus, explicitement, qui dit... voilà, faut-il changer l'implication des intermédiaires dans la régulation du droit d'auteur? Et sinon, est-ce qu'il ne faudrait pas favoriser la coopération de ces intermédiaires? On est dans cette logique-là. Vous pouvez répondre à cette consultation et ça peut avoir un effet important de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce type d'approche. Alors voilà, je vais arriver à la conclusion, si vous voulez. Donc pour moi, on est, parti du paradigme de Laurence Lessig qui était Code is Law. On avait une architecture ouverte qui avait primé sur la loi pour nous donner des conditions de créativité, de partage et d'innovation qui étaient certes en contradiction avec le droit, mais qui ont produit certaines des meilleures choses de ces dernières années. On arrivait à une situation où la loi va être réinjectée directement dans le code pour devenir réellement effective et re-réguler les comportements à travers des modifications fondamentales de l'architecture d'Internet. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut enrayer cette dérive, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où moi je vais reboucler avec ce que vous a dit Philippe Aigrin. Pour moi, il est complètement illusoire de penser que cette spirale répressive pourra un jour s'arrêter s'il n'y a pas de légalisation du partage. C'est-à-dire que tant que ce point-là fondamental sera pas définitivement tranché, en face, on n'aura qu'une surenchère dans les moyens mis en œuvre pour faire la guerre au partage et aller au plus profond des fibres du code de l'Internet. Et à mon sens, voilà, c'est pour ça que je vous invite à repenser à ce que vous a dit Philippe dans
dans la conférence précédente et à le voir à la lumière quoi de ces évolutions qui risquent. Et le prochain rendez-vous, il sera en France et c'est la loi sur la création qui risque d'arriver en avril. Elle avait été annoncée, peut-être qu'elle ssera plutôt en septembre. Donc voilà. Donc law is code.